Bonjour à tout le monde et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je me présente, mon nom est Florent Eliette, je représente la société Ectélécie Médicale et je serai également le modérateur de ce webinaire qui a été organisé par et grâce la société RT Safe. Afin de contextualiser un petit peu ce webinaire, sachez qu'Ectélécie Médicale est une société de distribution qui dispose de différents types de partenariats avec différents fournisseurs. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer une solution complète, une solution globale qui va répondre pour un service de radiothérapie et qui va répondre aux besoins, aux projets du service de radiothérapie. Euh, la solution est composée de différents types de produits, dont, vous l'aurez compris, bien évidemment, les produits de contrôle qualité de la société RT Safe. Le partenariat entre Ectélécie et la société RT Safe est un partenariat de distribution exclusive sur le marché français. Donc, les solutions de contrôle qualité RT Safe, on les distingue et on les retrouve de façon assez innovante, je dirais, hein. Ces propositions sont différentes de ce qui se fait sur le marché français, différences qui sont marquées par plusieurs points. Un des premiers points, c'est la proposition donc, d'équipements, hein, des équipements qui seront des fantômes anthropomorphiques de différentes localisations, tête, thorax, pelvis. Et ces équipements sont disponibles aussi bien à l'achat qu'en location. Donc déjà ce point-là, disponibilité en location pour répondre à un besoin et un projet bien ponctuel, bien précis, nous démarque et nous différencie de ce qui se fait actuellement sur le marché concernant les équipements de contrôle qualité. Donc en plus de ce point-là, il y aura un second point très important qui sera le service. Donc RT Safe propose également en complément des solutions de service. Donc, globalement, vous aurez donc la possibilité d'avoir accès à des fantômes, vous l'aurez compris. Ces fantômes sont des fantômes tête, thorax, pelvis et seront disponibles avec différents types d'inserts. Ces différents inserts vont vous permettre d'utiliser donc soit différents détecteurs, soit des inserts pour, par exemple, faire des tests mécaniques, hein, des tests de qualité, comme l'insert de distorsion pour réaliser le contrôle des distorsions volumétriques et linéaires d'une IRM. Et on a donc également, comme je vous disais, des inserts compatibles avec différents types de détecteurs, donc par exemple des OSL, des TLD, des chambres d'ionisation, et également euh, qui vous donnera accès à de la dosimétrie 2D avec le film GAF chromique et à de la dosimétrie 3D avec le gel dosimétrique. Donc l'idée c'est que vous puissiez utiliser ce fantôme, que vous puissiez utiliser le détecteur, donc c'est-à-dire le consommable que l'on va fournir, film ou gel, que vous puissiez utiliser votre propre plan de traitement, vous irradiez le dit détecteur, que nous on va récupérer, on va analyser et on vous enverra donc un rapport dosimétrique et géométrique complet. Donc ces solutions-là vous donnent accès à des solutions de différentes façons, vous l'aurez compris, à donc des contrôles qualité end-to-end dans un milieu anthropomorphique et hétérogène. Donc c'est bien évidemment clairement le sujet de ce webinaire aujourd'hui, qui va vous être présenté par le physicien Ahmed Adjani, qui travaille à Rouen au centre Frédéric Joliot. Et Ahmed a utilisé donc le fantôme anthropomorphique pelvis de RT Safe pour la mise en place de la stéréotaxie osseuse au centre Frédéric Joliot. Donc l'idée, c'est qu'ils puissent partager avec l'expérience, d'accord, vous faire un retour d'expérience de ce côté-ci. Donc vous êtes plusieurs donc vous êtes inscrits à ce webinaire, vous utilisez différents supports informatiques, des ordinateurs, des téléphones portables. Vous avez tous accès, sachez-le, à une petite fenêtre de dialogue qui va vous permettre de pouvoir poser au fur et à mesure de la présentation, au fur et à mesure des diapositives, des questions. Donc, je vous encourage à poser vos questions au fur et à mesure. L'idée, c'est que une fois le webinaire terminé, on puisse compiler l'ensemble des questions et on puisse envoyer à chaque participant, les réponses à ces questions. C'est pour ça que c'est très important de bien renseigner vos coordonnées, mail, téléphone, pour que l'on puisse vous envoyer les réponses à ces questions.
Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Et donc Ahmed, je te laisse la main, je te laisse donc présenter ton magnifique travail. Et moi, je vous dis à très bientôt. À bientôt, au revoir. Bonjour à tous, Ahmed Adjeni, physicien médical au centre Frédéric Joliot à Rouen. Merci tout d'abord pour votre présence à ce webinaire qui a été organisé par les sociétés Ectélésie Médicale et RTCF et qui va me permettre de vous partager notre expérience lors de la mise en place de la stéréotaxie osseuse dans notre centre et plus spécifiquement euh, de l'utilisation d'un fantôme anthropomorphique pelvis qu'on a pu personnaliser selon nos besoins avec la société RTCF. Donc c'est ce retour d'expérience-là qu'on aimerait partager. Alors tout d'abord le sommaire. Donc quelques généralités sur la stéréotaxie et on fera un focus après évidemment un peu plus spécifique sur quelles sont les particularités de la stéréotaxie osseuse et quels ont été les prérequis pour nous nécessaires avant de lancer la technique en routine clinique. Je parlerai évidemment du choix du partenaire commercial et qui nous a permis de créer un fantôme justement personnalisé qui pouvait répondre à notre cahier des charges. On présentera ensuite les résultats qu'on a pu obtenir et on finira par la conclusion. Alors les généralités sur la stéréotaxie, on les connaît tous, hein, et quel que soit le rapport sur lequel on peut se baser, que ce soit celui de la SFPM numéro 35 qui est plutôt une référence physicien ou le Timmerman et Hall pour la référence médecin, on retrouve à peu près les mêmes définitions. Donc une dose très élevée focalisée au niveau du volume cible, un gradient de dose énorme, c'est ce qu'on retrouve également dans le Timmerman et Hall, qui parle également d'un repositionnement optimal, d'une immobilisation précise, d'une prise en compte rigoureuse des mouvements des organes à risque et de la cible lorsque cette cible est mobile, et d'un certain nombre d'autres points. Donc ça, c'est un peu, ça s'applique un peu à toutes les stéréotaxies. Évidemment, selon le type de stéréotaxie qu'on veut mettre en place, chacune a ses propres particularités. Alors, ce qu'on peut voir sur cette diapo, c'est une enquête de Pounier Hall réalisée en 2016 et qui fait l'état des lieux de la radiothérapie en conditions stéréotaxiques vertébrales en France en 2016. Alors, si on regarde quelques résultats qu'il présente dans son article, le tableau 5, par exemple, les prescriptions les plus communément utilisées en France sont une fois 18 Gray en dose médiane, ou 3 fois 9 Gray, ou 5 fois 7 Gray. C'est vers cette dernière option d'ailleurs qu'on ira nous. Si on regarde maintenant les marges qui sont appliquées pour obtenir le volume cible prévisionnel sur 18 centres à l'époque, découpé à peu près de manière équivalente, un tiers, un tiers, un tiers, on a une marge de 1 mm, 2 mm ou 3 mm. Si maintenant on s'intéresse au tableau 8 qui décrit un peu l'IGRT qui est utilisée dans ce type de stéréotaxie, évidemment 100%, si on regarde les accélérateurs linéaires pour l'arc-thérapie conformationnelle modulée, 100% des centres évidemment font une imagerie pré-traitement, un CBCT pré-traitement. Ce qui est intéressant, c'est que tous n'utilisaient pas une table 6D à cette époque, 80%. Si on s'intéresse aux chiffres de l'imagerie pendant le traitement, alors là, il n'y a pas de distinguo entre l'imagerie 2D ou de l'imagerie CBCT entre chaque arc. La moitié réalisait seulement une imagerie pendant le traitement. Alors les pratiques ont probablement évolué depuis 2016. Mais en tout cas, ce qui ressort de cette enquête et ce qui me semble être pour moi la spécificité de la stéréotaxie osseuse, c'est donc des fortes doses avec des marges très petites proches de l'organaris. Et dans le cas de la stéréotaxie
de l'irradiation de la vertèbre, la proximité de la moelle. Pour nos conditions à nous, ici au centre Frédéric Joliot, on est full variant. On est parti d'abord sur du X6 avec un algorithme AAA version 15. On est passé aujourd'hui à une énergie X6 FFF avec l'algo Accuro 6B. On a un TrueBeam, on traite nos patients en stéréo osseuse sur un TrueBeam MLC 120 version 2.7 qui est évidemment équipé d'une table 6D et d'un KBO BI qui nous permet de réaliser des CBCT, mais et surtout, on y reviendra tout à l'heure, des KV2D pendant le traitement. La demande médicale en termes de prescription, elle est essentiellement en 5x7 Gray, prescrit sur l'isodose 80%, c'est-à-dire qu'on accepte des max jusqu'à 44 Gray. Après, d'autres prescriptions peuvent être possibles, 5x6 Gray ou 3x9 Gray. On est parti sur 3-4 arcs en X6. Aujourd'hui, on est passé en X6 FFF, 1400 UM, et on a à peu près 1000 UM par arc. Alors, sur cette diapo, un exemple de l'impact que peut avoir une erreur qu'on peut simuler sur le TPS, une erreur de 1,5 ou 2 mm, avec l'équivalent de dose en degrés, sur la moelle, sur la Dmax à la moelle, ainsi que l'effet sur la couverture du volume cible. Et on voit bien, encore une fois, la spécificité de cette stéréotaxie vertébrale, qui est, à mon sens, cette précision millimétrique qui est nécessaire pour délivrer le traitement. Une précision millimétrique, ça commence d'abord par une bonne contention. Voici le type de contention qu'on a choisi. Après test, je vous montrerai après les résultats. Mais voilà, de C1 à T3 plutôt un masque thermoformé et des coussins à vide d'air plus ou moins grands de T4 à L5 et tout ce qui est bassin et iliaque. Alors, sont présentés ici les résultats d'une étude qu'on a menée sur 11 patients qui n'étaient pas traités avec des doses de stéréotaxie, mais qui étaient positionnés sur les contentions qui ont été montrées précédemment. Donc, pour les trois on a relevé les écarts entre le CBCT pré-traitement et le CBCT et un CBCT réalisé juste après la fin du traitement pour les 3 translations et pour les 3 rotations. Alors, ce qu'on peut voir ici sur le tableau, alors donc pour les 3 directions, par exemple translationnelles, on a la moyenne des écarts observés, l'écart type, la valeur maximale, et 2 sigma parce que ça représente à peu près la marge qu'on applique en stéréotaxie. Et pareil pour les rotations. Donc on voit que on est pas mal si on prend 2 écarts types, que la valeur la plus importante est en latéral avec à peu près 1,1 mm. Et des rotations qui sont plutôt faibles. Alors, on peut remarquer quand même que pour les valeurs max, et notamment pour en termes de translation, on peut avoir des translations qui sont de l'ordre de 2 mm. Et on l'a vu dans les slides précédentes, l'impact que peuvent avoir ces rotations. On a donc une contention qui répond à nos spécifications. Maintenant, si on regarde un peu plus en détail, et ça permet de présenter deux travaux qu'on a pu faire sur les mouvements intrafraction en stéréotaxie osseuse. Ce qu'on peut voir à gauche, c'est les décalages mesurés par des CBCT intra-arc
pour une balistique à 3 arcs, pour 2 types de contention. Et en fonction du temps de traitement, ce qui apparaît clairement, c'est qu'on a une corrélation entre le temps de traitement et le mouvement et l'amplitude du mouvement intrafraction. Plus le temps est long, plus ce décalage est important. Et évidemment, selon la qualité de la contention, ce mouvement est plus ou moins important. Mais, donc ça, c'est en mesurant avec des CBCT entre chaque arc. Maintenant, si on regarde à droite, avec des acquisitions pendant le traitement, des acquisitions 2D, KV2D, avec le système ExactTrack, hein, pour pas le nommer, on peut suivre le mouvement pour les différentes fractions, pour les différentes séances, le mouvement du volume cible et appliquer si nécessaire. Et dans ce cas de figure, on a demandé aux manipulateurs d'appliquer le décalage s'ils étaient supérieurs à 1 mm. Et ce qu'on peut voir, par exemple, pour la fraction 2, donc c'est 5 séances de 7 Gray, et pour la deuxième séance, on a, lors des 3 premières acquisitions, des décalages qui sont proposés par l'ExactTrack qui sont légèrement supérieurs au millimètre. Au bout de la 3e image, le manipulateur décide d'appliquer ces décalages. On voit que à la 4e acquisition, on se retrouve à 0,2 mm. On continue de suivre ces décalages, et puis à la 11e séance, ça repasse au-dessus de 1 mm, et qui sont de nouveau, ces décalages sont observés et appliqués en cours de traitement. Et ainsi de suite pour les différentes séances. Donc, ce qu'on peut en conclure, c'est que effectivement, il y a une corrélation entre le temps de traitement et le mouvement intrafraction, mais que ces mouvements peuvent intervenir à tout moment de la séance de traitement. Et donc, un CBCT entre chaque arc peut être insuffisant pour le degré de précision qu'on attend. Toujours sur ces mouvements intrafraction, une étude intéressante de Hong et Hall de 2013 qui a analysé l'impact dosimétrique sur la moelle, sur la Dmax à la moelle, pour des mouvements de différentes amplitudes, de 1 à 5 mm, occasionnels, qui peuvent durer 5, 10 ou 30 secondes, et pour 2 énergies différentes, pour un X6 standard à 600 UM par minute et un X6 FFF à 1400 UM par minute. Donc une étude, nous, qui nous intéressait particulièrement. Si on prend le cas le plus défavorable, comme exemple, que les résultats sont à droite sur les courbes tracées à droite, en bleu en pointillé, par exemple, pour un mouvement brusque de 30 secondes, et en bleu continu pour un mouvement toujours de 30 secondes, mais pour une énergie de XFF, on a la déviation en pourcentage de la Dmax à la moelle. On voit que pour un shift de 3 mm, par exemple, on peut avoir des écarts en X6 standard qui sont de l'ordre de 5%, mais qui peuvent aller jusqu'à 12% pour un X6 FFF. Donc ces résultats ont été également importants pour nous pour définir nos choix d'IGRT lors de la mise en place de la stéréotaxie osseuse. Évidemment, on a toujours notre CBCT pré-traitement pour le positionnement initial. On n'a pas opté pour des CBCT intrafraction, parce qu'on considérait que ça rallongerait de façon importante le temps de la séance de traitement. On avait réfléchi à l'option d'avoir un système d'imagerie KV2D externe, l'ExactTrack pour pas le citer, mais ça représentait à ce moment-là un investissement assez lourd, et en fait ça reportait le début de la technique, ça reportait de plusieurs mois,
voire peut-être un an, le début de la technique si on s'appuyait sur ce type d'imagerie pour commencer la stéréo. Alors on a investigué une autre possibilité du TrueBeam qui est la possibilité d'acquérir des images KV2D pendant l'irradiation avec un déclenchement de l'acquisition de ces KV2D qui peut être asservi soit au nombre d'UM, soit en temps, soit à l'angle de rotation du bras. Et ça permet d'avoir un suivi visuel du contour qui a été réalisé lors de la planification. On n'a pas de recalage automatique, mais on peut voir visuellement si le volume cible est à l'intérieur du contour ou pas. Après tout ce qui a été dit, il y a deux gros prérequis importants qui sont apparus pour nous avant le démarrage de la stéréotaxie osseuse. Un, c'était de valider cette méthode visuelle du suivi du volume cible. On n'a pas d'Exatrack, et bien ma foi, comment valider et quel degré de précision on peut avoir en utilisant cette méthodologie. Évidemment, le deuxième point, le deuxième prérequis, c'est ce qui est recommandé par les SFPM ou la APM, entre autres, c'est avoir une validation end-to-end de toute notre chaîne de traitement. Alors, tout d'abord, le premier prérequis, c'est la validation de l'utilisation des KV2D pendant l'irradiation. Donc, on s'est basé sur une publi assez récente, 2021, de Correol, et qui décrivait la manière d'utiliser cette méthodologie, en se basant soit sur des repères anatomiques, soit sur comme on le voit ici, la deuxième image, des prothèses orthopédiques, ou soit directement sur la vertèbre, en s'aidant également des vertèbres sus et sous-jacentes. Donc c'est décrit par le menu par cette publi. Donc nous, on voulait utiliser cette façon de faire, ça nous intéressait. Mais la question qui se posait, c'était quel degré de précision pouvait-on avoir avec cette méthode visuelle sans recalage automatique. Pour ça, il nous fallait un fantôme anthropomorphique qui avait au minimum 3 ou 4 vertèbres pour pouvoir appliquer leur consigne. Le deuxième prérequis nécessaire, évidemment, c'est le sécu dosimétrique end-to-end, donc qui permet de contrôler la chaîne de traitement dans sa globalité à l'aide d'un fantôme anthropomorphique. Donc c'est la recommandation de la SFPM, entre autres. Et nos besoins à nous, c'était effectivement de faire ce contrôle end-to-end en interne et de le faire quand on veut. Donc un fantôme vertèbre anthropomorphique qui permette de pouvoir faire des contrôles 1D, donc avec une chambre d'ionisation, et des contrôles 2D avec les films. Mais on voulait également un deuxième point, c'est avoir un audit externe, avoir des résultats d'un organisme externe qu'on pourrait ajouter au dossier qu'on allait fournir à l'ASN pour avoir l'autorisation de délivrer d'irradier en stéréotaxie, en conditions stéréotaxie osseuse. Donc pour résumer, notre fantôme idéal, eh bien c'est un fantôme vertèbre anthropomorphique qui contient 3 à 4 vertèbres, voire plus. Un fantôme où on peut réaliser dans l'os à proximité de la moelle des mesures à la chambre et des mesures 2D. Pouvoir aussi avoir un organisme externe qui nous fournit un document d'audit externe, de contrôle dosimétrique externe. Et alors c'est le dernier point, mais on voulait mettre en place assez rapidement ces techniques en routine clinique, donc on voulait un délai de livraison plutôt rapide.
Alors notre choix s'est porté vers RTCF et aussi par sur leur intermédiaire ici en France qui était l'Asie médicale, qui est un distributeur de solutions pour la radiothérapie, donc de contention, de films et justement des services que propose RTCF. Alors RTCF, c'est quoi? Ils sont assez connus, je pense, hein, notamment pour les fantômes tête, pour la stéréotaxie intracrânienne. Donc eux, à partir d'un scanner ou à partir de leur propre scanner, euh, peuvent faire des fantômes anthropomorphiques à l'aide d'imprimantes 3D. Ils proposent aussi également, et ce point-là nous intéressait particulièrement, un audit dosimétrique qui peut être fait soit en 1D, soit en 2D, soit en 3D. Nous, celui qui nous intéressait, c'était des mesures par film gaphchromique. Alors, comment se passe la collaboration ou l'échange avec ces sociétés? Alors, c'est résumé sur leur site, hein. On a ici le bandeau qu'on peut retrouver sur leur site, mais que j'ai adapté moi à notre processus réel. Donc la première étape, ça a été de contacter la société Ectélésie, qui nous a qui est francophone et à qui on a pu faire notre demande, qui nous a mis rapidement en contact avec la société RTCF, avec qui on a discuté et notamment on leur a fait un retour de tout de ce qu'on avait besoin pour mettre en place la stéréotaxie osseuse. Donc, ce qu'on discutait dans les slides avant, c'est-à-dire avoir plusieurs vertèbres, pouvoir faire des mesures 2D, des mesures 1D. Donc, toute cette phase de discussion a pris pour nous une quinzaine de jours. Une fois que ces spécificités ont été établies et validées, il faut compter en gros entre 3 semaines et un mois pour recevoir le fantôme tel qu'on le voulait. Il peut y avoir plusieurs allers-retours. Par exemple, on avait demandé au début des structures R, hein, pour un peu simuler les poumons, sauf que le prix revenait un peu trop cher, donc finalement on a enlevé cette demande et ça a eu un impact sur le prix. Une fois qu'on a eu le fantôme, on s'est laissé quelques jours pour pouvoir l'appréhender. On a reçu ensuite les films pour le service de dosimétrie qu'on avait demandé également. On a irradié les films, puis on les a envoyés. Et RTSafe, 4 à 5 jours ouvrés après, nous renvoie les résultats qu'on va présenter après. Et donc tout ce processus-là prend, disons, en gros, un mois et demi, entre un mois et demi et 2 mois. Donc le délai pour nous convenait et on a pu établir le fantôme qu'on désirait. Alors, vous pouvez voir ici les plans finalisés finalement du fantôme sur lesquels on est tombé d'accord avec RTCF. Donc avec un insert, alors ici pour une pinpoint, un emplacement pour la mesure par film. On peut voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, donc un peu plus que ce qu'on attendait, vertèbres. On n'a pas, comme je l'ai dit, on n'a pas d'insert poumon ou des choses comme ça, ce qui aurait été plus réaliste, mais ça a augmenté le prix du fantôme. Donc on a opté pour cette option-là.
Ici encore d'autres visuels du fantôme qui a été créé. Donc 5 vertèbres de L5 à L1 et la partie haute des ailes iliaques. Un emplacement pour la pinpoint, un emplacement pour les films. Et on a demandé 2 services externes d'analyse dosimétrique, donc pour 2 doses différentes, celle qu'on allait utiliser, 7 Gray et 9 Gray, puisqu'on pensait la demande médicale était de traiter soit en 5 fois 7 Gray, l'essentiel, ou plus rarement en 3 fois 9 Gray. Donc on voulait tester ces 2 types de doses. Et ici, vous pouvez voir les résultats de cet audit externe. Donc avec film EBT3 sur le fantôme qui a été précédemment présenté. Donc pour un fractionnement en 7 Gray, un fractionnement en 9 Gray, on voit que les résultats sont complètement satisfaisants. Ce qui a permis, c'est ce qu'on a fourni à l'ASN comme audit externe de notre mise en place. On a réalisé par nous-mêmes également des mesures à la chambre ou des mesures avec les films, 2 types de films d'ailleurs, parce qu'on a également testé des films orthochromiques qui sont assez récents sur le marché, beaucoup moins chers, et des films EBT XD qui sont également proposés sur le marché. On voit que les mesures à la chambre nous donnent des résultats de l'ordre inférieur à 4%. Et les mesures au 2D sont aussi assez intéressantes. Vous avez là les profils de doses mesurées et calculées. Passons maintenant à la deuxième partie de l'utilisation de notre fantôme que vous reconnaissez là sur MDR. C'était la validation de notre méthode visuelle d'IGRT. Donc on a une image de référence qui est à gauche, là où on a contouré la vertèbre cible. On a rajouté en plus la vertèbre supérieure et inférieure pour aider à visualiser des décalages possibles. Et on a simulé des écarts allant de 0 à 2 mm. Et on a demandé aux manips s'ils arrivaient à les visualiser et s'ils étaient au-dessus d'un millimètre, est-ce que d'arrêter le traitement et de réaliser un CBCT. Donc la question était simple, est-ce que arrêteriez-vous le traitement au vu de l'image qu'on vous propose et réaliserez-vous un CBCT pour replacer votre patient? Alors, à participer à ce test, non seulement tous les manips, on a 13, mais également 2 médecins, 2 physiciens et une qualiticienne également. On a acquis 35 images à différentes incidences avec des positions de fantômes où on a simulé des erreurs de 0 à 2 mm dans les différentes directions. On a également constitué 2 groupes, ceux qui faisaient partie du groupe stéréotaxie, mise en place de la stéréotaxie, et ceux qui en faisaient pas partie. Et on a demandé à chacun des opérateurs de ce test de noter son temps de décision. La consigne était arrêt du traitement et CBCT si décalage supérieur à 1 mm. Donc vous avez les résultats ici. Si on s'intéresse uniquement, par exemple, au groupe référent, on voit que, évidemment, plus le décalage est important, plus on a des taux de bonnes décisions qui sont importants. Et qui sont de l'ordre de 90 à 100%. Pour les non-référents, évidemment, les résultats sont moins bons. Et s'étalent de 70% pour 1 mm à 88% lorsqu'on a un écart de 2 mm.
Ces résultats nous ont permis, d'autant plus qu'il y a la courbe d'apprentissage pour les non-référents ensuite, nous a permis de définir un seuil. On sait que lorsque le manipulateur est bien entraîné, on a 100% de bonnes réponses à 2 mm de décalage. Donc on peut définir un seuil de précision et on a validé notre méthode de suivi visuel de ce voluci par acquisition KVDD, pendant l'irradiation. D'ailleurs, ça a fait on a présenté ces résultats via une communication en poster à la SFM, la dernière SFM. Donc si on récapitule, eh bien, à l'aide de ce fantôme personnalisé, on a pu avoir un audit externe avec un contrôle 2D par film. On a pu également faire, nous, nos mesures en interne, avec film, mais aussi par chambre d'ionisation. Et on a validé notre méthode d'IGRT avant le lancement de la stéréotaxie osseuse. Donc, pour conclure, ce qu'on a pu relever en points positifs, c'est tout ça, c'est les 3 points qu'on a pu dire, donc l'audit externe, la mesure interne, la validation de notre méthode d'IGRT. Et avec la relation avec RTCF, c'est que ils ont pris en compte nos besoins et ça nous a permis de personnaliser notre fantôme. On n'avait pas un truc tout fait, on avait besoin d'un certain nombre de vertèbres pour la méthode visuelle, on avait besoin d'emplacements pour faire du contrôle de film et par chambre, on avait besoin d'un audit, etc., etc., etc. On avait aussi, on était un peu pris par le temps, comme souvent d'ailleurs, et on a estimé que le délai de livraison de ce matériel a été assez rapide. Également, l'analyse et la personnalisation du compte-rendu final a été assez rapide. Et le point, c'est que le prix était tout à fait abordable pour nous, puisque c'est un critère qui rentre en jeu lorsqu'on fait nos demandes à la direction. Donc là, ils n'ont pas été choqués, donc tout va bien. Alors en point négatif, on en a relevé quelques-uns. Donc c'est un fantôme qui est rempli d'eau. Mais dont le contour externe a une densité assez forte, qui est proche de 1000 UH, ce qui permet de consolider ce fantôme, et qui n'a pas en réalité de conséquences sur la dosimétrie, mais il faut le relever, que ce n'est pas les conditions réelles. On n'a pas d'hétérogénéité poumon. Ça faisait augmenter le prix presque x3 et on a préféré les enlever voilà, pour avoir un prix plutôt abordable. La taille du fantôme, j'ai peut-être pas assez insisté, mais il est plutôt petit. C'est pas les tailles réelles d'une vertèbre, c'est beaucoup plus petit, c'est plutôt 2 cm ou 1,5 cm au lieu de 3. Il fait plutôt fantôme pédiatrique. Alors oui, il y a ça, la Serfilm est alors équivalent milieu haut. Alors on voulait voir les différences entre le triple A et entre le triple A, Curos, dose dans l'eau et Acuros, dose dans le milieu. Il est très difficile de faire la différence entre notamment les deux derniers. Parce que tout est dans l'eau. L'autre point, c'est une société grecque qui parle uniquement anglais ou grec. Mais bon, la présence du distributeur français aide évidemment grandement. Alors j'ai présenté tous ces résultats, mais évidemment j'étais pas seul, il y a toute une équipe de radiothérapie derrière. Merci à eux, toute l'équipe de radiothérapie du Centre Frédéric Joliot pour ce travail.
Alors juste pour finir ce partage d'expérience, une bibliographie où j'ai mis quelques références plus ou moins connues et aussi les nôtres, hein, parce que, pour mettre un peu en notre travail. Euh, euh, voilà, il y en a effectivement d'autres. Merci pour votre attention et n'hésitez pas s'il y a des points qui n'ont pas été clairs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers TCF ou vers moi. On vous remercie, au revoir.